Alors hier matin, je me réveille et je me dis, mais au fond, le CEGEC, c'est demain. 1 heure. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, ChatGPT. Et donc, je tape, je dois faire demain une conférence sur le changement pour le CEGEC et j'ai pas d'idée. Bon. Alors, lui, c'est moi, là, parce qu'on est devenu assez intime, en fait. Donc, en 3 secondes, je reçois ça. Pas de problème, je ne sais pas si vous savez lire, mais pas de problème, c'est déjà sympa. Hein, donc. Surtout la phrase suivante, le changement est un sujet vaste et intéressant. Merci, ça m'avait échappé, en fait. Donc, avec une série de choses que je vous épargne, et puis à la fin, merci et bonne chance pour votre conférence. On est intime, mais on ne se tutoie pas encore, donc c'est... ChatGPT n'est pas le sujet de ma conférence. C'est un des nombreux phénomènes qui se passent, et celui-là me touche particulièrement, parce que je suis informaticien d'il y a 50 ans, de Louvain-la-Vieille. Je n'en suis toujours pas revenu de ce que je vois et que continue à voir. Et donc, que faut-il faire? C'est ce que je vais essayer de développer avec vous. En fait, c'était très utile, ce que ChatGPT m'a montré. C'est exactement ce que je n'ai pas envie de faire avec vous. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est une langue de bois. ChatGPT n'écrit pas, ChatGPT calcule. Le problème, c'est que la langue de bois pourrait devenir un jour langue de vipère. Et je terminerai comme ça. Que faire contre ce qui pourrait être une langue de vipère? Et donc, je voudrais partager avec vous un certain nombre de réflexions, bien sûr, sur le thème de changement, mais l'humain au cœur, pas la machine. Je ne parlerai pas de machine. Je parlerai d'hommes, de femmes, de la vie de tous les jours. Et je ferai pas mal de références aux 2 exposés que j'ai entendus ce matin de Catherine et d'Alain. Et bien sûr, mon premier point, c'est, on n'aime pas. On n'aime pas, ça a toujours été, c'est difficile. Machiavel disait dans Le Prince, rien n'est plus difficile que de changer l'ordre des choses. 500 ans plus tard, oui. Aujourd'hui, on dit les seules personnes qui aiment vraiment le changement sont les bébés mouillés. Bon. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. On n'aime pas. On n'aime pas, j'aimais beaucoup la référence d'Alain à réticence versus résistance. La résistance, c'est vrai, fait partie du processus. La réticence, j'aime bien ce cartoon-là, quoi. Donc, par rapport à la technologie, donc il y a toujours quelque chose en nous qui a envie de changer et de ne pas changer. Bref, c'est difficile. Alors voilà. Il a fallu 20 ans pour mettre au point un ticket qui permet aux gens qui sont en tram d'aller prendre le train et vice-versa. 20 ans. Pendant la même période, Facebook a été créé et a atteint 2,250 milliards d'utilisateurs. Donc nous, on a discuté pour un ticket qui permet d'aller dans le train, dans le tram et dans le tram, dans le train. 2 milliards. Donc il y en a qui vont plus vite. Il y en a qui vont plus vite et vous imaginez ça? C'est complètement fou. Et donc l'humain au cœur du changement, c'est par rapport à Facebook et à beaucoup d'autres choses dont je parlerai. On fait quoi? Qu'on fait quoi? Eh bien, je dirais, j'aimais bien Catherine qui disait, il y a un bon côté au changement. La résistance, elle disait, on a 2 sortes de neurones, ceux qui n'aiment pas. À mon avis, ce n'est pas moitié-moitié. Ceux qui n'aiment pas sont beaucoup, beaucoup plus présents que les autres. Mais il y a quand même pas mal de bons côtés au changement. Alors, j'ai pris 2-3 exemples. Voilà, j'étais au Collège Saint-Pierre il y a 60 ans, 70 ans, 60 ans. Et j'ai étudié la géométrie plane de Dalle et de Waal, magnifique livre, et j'ai étudié le théorème de Pythagore, qui dit que les 2 carrés d'au-dessus sont égaux aux 2 carrés d'en dessous. La démonstration que je me suis payée est celle-là. J'ai étudié les mathématiques beaucoup plus tard, je crois qu'il doit y avoir une 50aine de démonstrations de Pythagore. Ça, c'est la plus difficile de toutes, et c'est celle qu'on m'a donnée. Mes enfants, et le changement a un bon côté, ils font comme ça. Ils ont fait comme ça, mes petits-enfants, j'espère aussi. On fait vite graphiquement, je ne vais pas le faire devant vous. Pas de calcul, rien du tout. C'est foutu. Il y a un bon côté au changement. J'ai trouvé quelques pubs des années 50. Par exemple, celle-ci. La majorité des médecins recommandent Camel comme cigarette. Eh bien, on ne fait plus des pubs comme ça, donc il y a un bon côté au changement, quoi. Et attention, ça, c'est quand même intéressant. Imaginez que la cigarette n'existe pas. Elle n'existe pas. Imaginez que quelqu'un l'invente. Il dit, tiens, j'ai une idée, on va dans les organismes, voilà, je voudrais faire ça, construire ça, et vendre ça. On lui dirait, mais ça ne va pas la tête? Ça, mais c'est du poison, vous êtes fous.
Malgré ça, on ne parvient pas à l'enlever. Ben oui, c'est pas difficile, c'est pas facile de changer, et c'est le sujet. Bon, j'ai quelques autres pubs du même genre. Hein. Bon, ça c'est quoi? Parce que l'innocence est plus sexy qu'on ne le pense. Vous imaginez, quoi? Et c'est des vraies pubs. Hein. Ça vient de... Pourquoi ta maman ne te lave pas avec du savon Ferry? C'est des vraies pubs. Et je peux vous donner les références. Alors ici, oui, c'est ça. La phrase d'en bas, là. Hein. Les fusils Daisy feront de vos fêtes de Noël des moments inoubliables. Vous imaginez? Donc on tirait dessus. Bon, alors bien sûr, Ricard. Donc c'était une pub de Ricard. Donc les cheminots ne conduisent pas un train s'il n'y a pas un petit coup avant pour se donner le moral. Ouais, bon. Et ici, regardez-moi ça. Et ça, c'est les années 60. Hein. J'avais un Kenwood, vous imaginez? Enfin, c'est dingue, ça. Ça, c'est la dernière, mais c'est quand même pas banal non plus. Et donc, bon, j'ai quelques années de vol de plus que vous. Moi, je me souviens très, très bien de toutes ces publicités. Et donc, il y a un bon côté au changement. Et bon, le choix de ce matin, là, engagé, pas engagé, attaché, pas attaché, c'était ça, en fait. On se situe par rapport à ça. Alors, bon, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on change et on ne change pas. C'est ça qui se passe. Bon, les Rolling Stones, ou Hazel, il y a 6 mois. Est-ce que c'est les Rolling Stones? Charlie Watts est mort. Bon, il est remplacé par celui avec sa veste orange dans le fond. Alors, il y en a qui disent, c'est plus les Rolling Stones. Il y en a qui disent, mais oui, c'est encore les Rolling Stones. Et en fait, on s'en fout. Parce qu'on aime ou on n'aime pas. C'est tellement personnel. Mais il n'y a rien à faire. Le changement et le non-changement et la permanence sont nécessairement attachés l'un à l'autre. Et j'ai quelques autres exemples. Renault Clio, toujours la même, mais en mieux. Mais si elle est mieux, ce n'est pas la même. Hein, ou bien c'est la même, elle n'est pas mieux, ou bien elle est mieux et c'est pas là. Et on accepte tout ça. Dit, c'est quand même bizarre comme slogan. Qu'est-ce que j'ai encore pris? La BNP. C'était, bon, la banque, acteur de changement. Et si vous regardez en bas à droite, dans un monde qui change. Donc c'est un acteur de changement dans un monde qui change. Ça fait quand même beaucoup, hein, donc. En tout cas, moi, je suis client à l'agence d'Anguien. Le changement que j'ai vu, c'est qu'elle est de moins en moins souvent ouverte. Et depuis le mois de juillet, elle est toujours fermée. Alors le changement, comme ça, j'aime autant pas. Il faudrait aussi se reposer la question du changement, pourquoi faire? Bon, je n'aime pas. Alors là, en politique, c'est bientôt les élections, donc ça va revenir. Ça, c'était Pompidou. Le changement de la continuité. 60 ans plus tard, Elisabeth Borne fait un nouveau gouvernement, vous pouvez voir le changement dans la continuité. Ça, c'est la valeur sûre. Si on fait de la politique, on change et on ne change pas. Donc, et en fait, tout le monde le prend comme on veut. D'ailleurs, il y a un parti qui vient de se créer, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est ça, les centristes révolutionnaires modérés. Bon. Comme ça, on fait, etc. Bon, on vote très bien pour eux, hein, donc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur ce thème omniprésent, on le traite n'importe comment, et je crois qu'il est bien de le traiter de manière un peu plus sérieuse. Et donc, on commence, et on rentre là dans le vif du sujet. Est-ce qu'on change ou on ne change pas? Alain a parlé tout à l'heure d'Héraclite, qui est donc celui qui dit le changement est inévitable. Il n'était pas seul. Avant lui, il y en avait un autre qui s'appelait Parménide. La philo, c'est ça, hein, c'est l'histoire des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Et donc, Parménide disait exactement l'inverse d'Héraclite. Le changement n'existe pas. Il n'est tout simplement pas possible. Le monde est comme une valise bourrée, et quand la valise est bourrée, il n'y a rien qui bouge, parce qu'il n'y a pas de place pour bouger. Voilà. Et donc, il y a Parménide qui dit le changement est impossible, et puis il y a Héraclite qui dit le changement est inévitable. Alain en parlait tout à l'heure. Alors, si vous regardez bien, la vidéo Parménide, c'est 4,42. La vidéo Héraclite, 4 minutes. Alors, Héraclite, c'est pas mal. C'est 40 secondes en plus, mais vous pouvez en rester là. Vous pouvez aller prendre un café à Louvain-la-Neuve, parce que, bon, tout est fini, tout est dit. Par contre, si on est enfant d'Héraclite, ce que je crois nous sommes tous, ça va prendre un peu de temps, et donc nous prenons l'option Héraclite. Et, bien sûr, on se rend compte que Héraclite et Parménide ne sont pas à ce point opposés. Le changement et la permanence sont indissociables. Voilà, ici j'ai trouvé ça dans le journal là, au début des vacances. Bon, on voit bien que les vacances, on ne coupe pas tout. On n'est pas totalement différents.
il y a toujours un peu de bon, etc. Alors j'ai pris quelques exemples, vous allez voir, de concepts, d'objets, de personnes qui ont en commun le fait d'avoir plus de 50 ans. Bon. Alors, oui, Julio Iglesias. Mais moi je prends tout. Julio Iglesias, quand il dit « je n'ai pas changé », c'est intéressant cette expression, parce que vous avez remarqué, si jamais vous voyez quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, et vous lui dites « tiens, toi, tu n'as vraiment pas changé », eh bien, quand on dit ça, c'est précisément parce qu'on a vu du changement. Oui, c'est un peu moins de cheveux, etc. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Tu n'as pas changé. Je retrouve en toi l'essentiel, l'essence, c'est-à-dire ce que je ne peux t'enlever, ce qui est vraiment pour moi important. Alors, bon, il y a des exemples de toutes espèces. Le catalogue Ikea, par exemple, c'est intéressant, ils ont fait une exposition, 70 ans de catalogue Ikea. Maintenant, ils sont en ligne. Et on voit bien le monde qui change. Le premier, en haut à gauche, c'était en fait des meubles, bon, des canapés, etc. Et puis, on voit, si vous regardez les 70 années de catalogue Ikea, vous voyez 70 ans d'évolution du monde. Les enfants apparaissent, puis les papas apparaissent. Ça, c'est la révolution. Et puis la télévision, c'est incroyable. D'ailleurs, la première fois qu'il y a la télévision dans un catalogue, elle est dans une pièce, dans un coin. L'année suivante, elle est au milieu du salon avec tous les fauteuils, comme un théâtre, pour regarder la télévision. Donc, on voit le changement qui va assez vite. J'en ai mis quelques autres. La Mini, bon, moi, quand j'avais 20 ans, elle était comme à gauche, quoi. Aujourd'hui, elle est de 600, elle est passée à 1600 kilos. Alors, est-ce que c'est la même en mieux ? C'est pas tout à fait sûr. Mais on continue à dire la Mini. Alors, évidemment, ça peut difficilement y échapper. D'ailleurs, ce matin, Alain, quand il a commencé à parler de scénario rose, je me suis dit, ça y est, lui aussi, il est parti dans le Barbie. Non. Mais en fait, Barbie a plus de 50 ans et on voit bien le monde qui change. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Laurence Pernou. Bon, j'ai encore celui de mes parents ou de ma maman. Et donc, Laurence Pernou, j'élève mon enfant à 70 ans. À 70 ans, mais on ne dit plus aujourd'hui ce qu'on disait à 70 ans. Heureusement. Mais en quoi tout ça est le même ? En quoi ce catalogue est le même qu'à 70 ans, ou Ikea, ou les autres ? Et ça vous met à l'essentiel. Ça vous ramène à l'essentiel. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas ôter. L'essence d'une chose, c'est ce qu'on peut enlever à la chose sans perdre la chose. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment ça qui l'est. Et donc, finalement, voilà le problème bien posé. La permanence et le changement vont de pair. L'un ne sait pas se passer de l'autre, l'autre ne sait pas se passer de l'un. Et là-dedans, il y a 2 degrés de liberté. 2 degrés de liberté. Le premier, c'est qu'il nous est possible de décider de ne pas changer. Par exemple, les valeurs. Les valeurs. Quand j'entends les gens avec moi autour d'aujourd'hui, les valeurs du CEGEC, les valeurs, qu'est-ce que c'est une valeur ? Une valeur, c'est une idée que l'on se fait de ce qui est souhaitable. C'est l'essence, c'est ce qu'on ne peut pas m'enlever, sinon ce n'est plus moi. Et bien sûr, vous avez la liberté de ne pas changer vos valeurs. Et le paradoxe, c'est que si vous décidez vraiment de ne pas changer vos valeurs, eh bien vous serez obligé de changer beaucoup de choses en dehors, simplement pour respecter les valeurs. Bon, de manière un peu plus légère, bon, chez Bic, voilà, ça fait 72 ans qu'ils vantent le Bic. Le même modèle. Seul changement, dans les années 80, au sommet du capuchon, un petit trou pour éviter l'asphyxie en cas d'ingurgite accidentelle du capuchon. Donc, en fait, c'est le même en mieux, si vous me suivez. Et donc, ça, c'est le premier degré de liberté. Il est extrêmement important. Vous avez le droit, non seulement, vous avez le devoir de décider ce que vous ne changerez pas, qui sera le socle sur lequel on changera toute une série de choses dont on a parlé ce matin. Deuxième degré de liberté, c'est celui-là. Et ça, je pense à ChatGPT, à tous les autres. De toute façon, la question n'est pas changer ou ne pas changer. La question, c'est est-ce que je conduis ou je suis conduit ? Est-ce que je décide ou je suis décidé, si je peux m'exprimer ainsi ? Alors là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Il faut piloter le changement, sinon on va être piloté par le changement. Moi, ce slogan, on ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Si on veut qu'elle continue à gagner, il faut la changer. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin qu'il y a pas mal de changements dans votre équipe. Donc, c'est bon. On est dans le... Voilà, il y a beaucoup de liberté quand même. Alors, bien sûr, le vif du sujet, c'est la deuxième fois que je dis ça, donc c'est le vif du sujet. Il y a 2 types de changements. Il y a 2 types, et ça, c'est vraiment utile. Et je vais me rebrancher assez fort sur ce qu'Alain a dit tout à l'heure à propos des systèmes.
Il y a deux types de changements et je vais les introduire par deux types de blocages. Donc je vous présente deux types de blocages. Voilà le premier type de blocage. Ça ne change pas. Il n'y a rien qui bouge, d'accord? Deuxième blocage, celui-ci. Ça ne change pas non plus, et non plus, il n'y a rien qui bouge. Mais il y a une énorme différence. C'est que ce blocage-là consomme énormément d'énergie. C'est comme un embouteillage, en fait. Ce blocage-là ne consomme pas d'énergie. Très respectueux du climat, en fait. Vraiment, pas d'impact en carbone, rien du tout. Bon. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Parce que parfois, ça bouge. Ça, c'était deux blocages. Quand on fait bouger, bon, ici, là, ça bouge. Ah oui, ça bouge. Ça bouge, et là, ça bouge aussi. Bon, mais vous voyez le changement. Celui-là, il consomme très peu d'énergie. Il fait ça, juste ça, comme ça. Bon. Par contre, ceux-là, ils consomment beaucoup d'énergie. Et donc, vous touchez là les deux sortes de changements. Ces messieurs-là sont occupés à changer les choses. Ce monsieur-là vient de changer sa manière de voir les choses. Très important. La réalité et la perception. Changer la réalité, c'est long, c'est dur, ça prend du temps, c'est fatigant et on ne pense pas tellement. Pour le gars qui descend son piano, à mon avis, les trois marches qui suivent sont respectivement court terme, moyen terme et long terme. Au-delà, ça n'est pas possible. Bon, c'est ce qu'on appelle le feu de l'action. C'est le feu de l'action. Quand on change les choses, on ne pense pas tellement. Par contre, quand on ne change pas les choses, mais la perception qu'on a des choses, on devrait sans doute plus penser. Et on voit bien cette différence entre les deux types de changements, et je me rangerai au système dans 5 minutes, c'est la piste, la porte d'entrée. Pourquoi? Pour plein de raisons, et je vais les énumérer. D'abord, on peut changer l'une sans changer l'autre. Prenez Copernic. Un des grands changements dans l'histoire. Alors là, pour le coup, c'est un Big Bang. Tout le monde parle de révolution copernicienne. Mais le système solaire aujourd'hui est exactement comme avant Copernic. Rien n'a changé dans le système solaire. Tout a changé dans le regard. D'ailleurs, j'ai une image ici. Tout a changé dans la manière dont on le regarde. Copernic fait partie de notre histoire, pas de l'histoire de la planète Vénus. Vous allez avec un micro-trottoir sur la planète Vénus. Copernic, vous avez entendu? Comment vous dites? Non, je ne connais pas. C'est notre histoire. Copernic n'a pas changé. Le monde a changé notre manière de le voir. D'ailleurs, tous les scientifiques, Newton, Einstein, toute la bande. Mais Copernic est particulièrement, bien sûr, explicite dans la mesure où le système solaire est le même. Ça, c'est un changement de perception sans changement de réalité. Alors, il y a l'autre cas, c'est le changement de la réalité sans changement de perception. Évidemment, ça n'est pas toujours très, très malin de fonctionner comme ça, mais ça existe. Et donc, on a bien affaire à deux types de changements. Et le titre de la conférence, déjà, vous annoncez la fin, ou pas la fin, mais en tout cas la suite. On doit changer 2 fois. Autre, je dirais, constat, c'est que ce n'est pas blanc-noir. Les deux types de changements cohabitent nécessairement. Et donc, j'ai juste ce cartoon-là, on voit bien, c'est un concours de pêche. Alors, le vainqueur s'est mis dans le monde des perceptions, le 2 et 3 dans le monde de la réalité. Bon, la conférence ne traite pas de l'éthique, sinon je n'aurais peut-être pas osé. Mais en fait, on est un peu dans ce cas de figure-là. Donc, il y a toujours changement de perception, changement de réalité, l'un avec l'autre. Ça cohabite. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de différences entre les deux. Tout à l'heure, Catherine disait à propos d'un enfant qui a grandi, oups, qu'il a grandi. Hein, donc, c'est exactement ça. L'enfant, en fait, a pris un demi-millimètre, mais on a un choc. Et effectivement, les deux changements ont plein de différences, mais je vais en détailler une, avec cette, peut-être, figure-ci. Si je vous demande, que voyez-vous? Bon, probablement, allez, que l'un se jette à l'eau, vous voyez quoi? Un cube dans un coin. Bon. Regardez ce qui va se passer. Je vais bouger et je vais vous demander de ne pas changer votre perception. Je vais bouger la réalité, c'est-à-dire l'image en face de vous, et je vais demander de ne pas changer votre perception. C'est parti. Alors, je fais ça. Bon, on va aller un peu plus vite. Ici, bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, le cube, il est dans l'autre coin. Je continue et ça va devenir un peu plus difficile de garder le petit cube. Et je ralentis un peu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, pour beaucoup de personnes, il est difficile d'encore voir le petit cube. Et on aura plutôt tendance à voir un petit cube qu'on a ôté d'un gros cube. Bon. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de cube du tout. Hein. L'écran, il est tout plat. Je le vois d'ici. Donc. Mais on voit des cubes. Regardez, on va le faire dans l'autre sens. On va le faire dans l'autre sens. Et maintenant, vous voyez peut-être un fauteuil, là. Hein, donc, comme un... Voilà.
je vais vous demander de garder votre perception, de la garder, de ne pas changer votre perception. Je vais en marche arrière, c'est parti. Ici, ça devient dur. Ouais, là, c'est oh là là. Et ici, crac, il y a le petit cube qui est revenu. Hein, donc, bon. Alors, les médecins ne disent pas plus de 3 fois, sinon ça fait des dommages au cerveau irréversibles. Donc. Mais en fait, c'est une tellement belle métaphore de ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde change. Boum, change, même de plus en plus vite, mais il change. Et on garde les mêmes idées, les mêmes catégories, les mêmes modèles, etc. Mais un jour ou l'autre, ça ne va plus, ça ne va plus. On ne peut pas, le monde continue à changer. Et les deux choix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou bien on décide nous-mêmes de regarder le monde autrement, notre perception, ou bien, de toute façon, le monde va continuer et on va être largué. Et donc, cette petite manipulation ici, je la trouve tellement vraie parce qu'un changement continu d'une part des choses, et un changement discontinu nécessairement de la manière dont on voit les choses. Et voilà, tout ça c'est bien sûr métaphorique, mais je crois que ça peut quand même aider. Alors, c'est comme ça que j'introduis les deux outils du changement, la créativité et l'innovation. Le philosophe se bat pour la clarté, il lutte contre les faux synonymes. Et une fois pour toutes, définissons la créativité comme la capacité d'un individu à changer sa perception des choses, d'accord ? Et l'innovation comme la capacité d'un système, d'une organisation, d'une entreprise, de tout ce qu'on veut, de changer la réalité des choses. Et on voit bien que l'un n'est pas l'autre, c'est complètement différent. Les règles du jeu, Alain parlait d'innovation tout à l'heure, des budgets, des plannings, etc. C'est vrai, c'est difficile. La perception, c'est autre chose. Mais changer, c'est changer deux fois. Si on veut réussir le changement, eh bien, on doit être bon en créativité à titre individuel dans une organisation qui est bonne en innovation à titre collectif. Et je reprends des mots qu'on a entendus ce matin. Alors, ça se met comment ? Mais regardez ici un exemple. Pendant des siècles, il y avait la marine à voile. Et donc, qu'est-ce que c'était l'innovation ? Eh bien, on change la réalité des choses. On rajoute un pic, un mât, une voile, etc. Je crois que ça, c'est le plus grand voilier jamais construit. Mais il n'a jamais navigué. Trop grand, trop grand. À un moment, il faut changer la perception des choses et entrer dans la machine à vapeur, qui est un autre paradigme. Vous savez, chez Gillette, avec les rasoirs, là, quand les ventes chutent, ils rajoutent une lame. Bon, à un moment, ça suffit, quoi. Donc, on peut... Etc. Et donc, ça, c'est l'innovation. Et c'est très respectable, l'innovation. D'abord, c'est là que le business se fait. Mais il n'y a rien à faire. L'innovation, un jour ou l'autre, se fatigue. On ne peut pas éternellement rajouter des... C'est comme chez Starbucks, hein, ils commençaient avec un café, puis un grand café macchiato, truc double cream, avec puis de la crème et encore un petit drapeau tout au-dessus. Et j'ai demandé un café, hein, pas un building, quoi. Donc, à un moment, ça suffit, ça suffit. Et donc, il faut passer à la créativité. La créativité, moi, voilà, c'est ça. C'est la capacité de voir autrement. Et l'articulation créativité-innovation, je crois que ce sont les deux temps du changement. Et surtout, on met l'humain au cœur du changement. Alors, la perception, c'est pas facile. C'est pas facile et je vous propose quelques petits exercices pour essayer de voir un petit peu comment ça marche. Puisque la créativité et le changement de perception, travaillons la perception. Si je vous montre ceci... Qui peut lire? Quelques personnes. Ceux qui ont des lunettes les enlèvent. Ça accélère le processus. J'ai entendu, ah oui, exact, monsieur vient de changer de perception. En fait, on peut lire science. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce que depuis qu'on est petit, on regarde le noir. Et ici, vous devez regarder le blanc. Vous devez regarder le blanc. Et c'est ça qui est difficile, bien sûr. Et vous voyez, c'est un choc. Hein, c'est ce que Catherine disait. Oups, l'enfant, comme il a grandi. Comme il a grandi. J'aime beaucoup celui-là. Il dit tout de la perception. C'est Kant avec un cartoon. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. Tu le vois tel que tu es. Est-ce que vous savez lire ceci? Oui, je viens de l'entendre. Manhattan. Mais celui ou celle qui a dit Manhattan, c'est parce qu'en elle ou en lui a une image simplifiée de ces buildings, de ce qu'on appelle le skyline, bien sûr. Ici, voilà, je viens de l'entendre là-bas.
J'étais là, il y a 2 semaines, devant les hauts potentiels d'une banque. Et je demande qui peut lire. Personne. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le plus grand album de tous les temps, pour ma génération. Eux que n'avaient jamais entendu. Et on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel qu'on est. Il ne faut jamais oublier ça. La perception aussi a des lois qui sont un sous-ensemble, bien sûr, des lois du changement. Alors ça, c'est l'ambiguïté. Alain en a pas mal parlé ce matin. Donc, l'ambiguïté, c'est quoi? C'est justement cette faculté, ou en tout cas cet état de choses, qui nous met dans une situation un peu inconfortable, de devoir trancher. Est-ce que j'ai 2 vases? Est-ce que j'ai un vase? Est-ce que j'ai 2 visages? Et effectivement, cette espèce de malaise, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté. Alors, la première chose à faire, et c'est de dire, bonne nouvelle, l'ambiguïté, c'est la clé, enfin, une des clés du changement, notamment en matière de créativité, parce que j'ai 2-3 exemples ici. Bon, si vous demandez de lire, bon, on va vous dire, imaginez quelqu'un qui dit, ah tiens, 12, 13, 14, ah oui. Et quelqu'un d'autre qui dit 12B, 14. Vous direz, c'est un peu bizarre hein, de dire ça. Par contre, si je mets ceci, quelqu'un vous dit A, 13C, on va dire, il est bizarre, bon, alors qu'au milieu, nous avons exactement le même caractère. Et donc, la manière dont on perçoit le monde est influencée par des tas, bien sûr, de facteurs que je ne peux pas détailler ici. Alors, bien sûr, l'ambiguïté, non, là, je pars en trompé de sens, je repars en avant, et voilà. Alors voilà, oui, tout est là. Donc, c'est l'histoire d'une grenouille qui devient un cheval. Bon. Et, elle est à l'envers, ça c'est bizarre. Alors, je pars dans l'autre sens, hop. Ah oui, non, ça ne va pas. Celui-là, il foire. C'est marrant, c'est un problème de PowerPoint. Bon, mais si vous faites comme ça, vous pouvez voir le cheval ou la grenouille selon. C'est marrant, c'est celle qui s'est mise à l'envers. Bon, ben voilà, c'est comme ça. L'ambiguïté, je parlais de malaise, je l'ai moi-même. Alors, il y a des tas d'exemples, il y a des tas Mais regardez à quoi ça sert. Si je vous présente ceci, en disant, voilà, j'ai 2 blocs de bois, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les séparer? Vous allez dire, ben, c'est pas possible. Je vous propose de changer de regard et de regarder comment il a été construit. Je fais marche arrière. Ce qui était difficile ne l'est plus, parce que j'ai regardé autrement. Et qu'est-ce que j'ai fait en regardant autrement? J'ai abandonné une hypothèse que j'avais embarquée sans le décider, c'est qu'il y avait 90 degrés, des angles droits. Non, ce sont des angles obliques, puisque le truc est construit comme ça. Et donc, l'ambiguïté, c'est une chance, c'est une opportunité. C'est parce qu'on peut voir le monde de manière différente. Et c'est ça qui me gêne un peu avec le VUCA. L'ambiguïté, c'est plutôt un atout. Merci l'ambiguïté. C'est parce que je peux voir autre chose que j'ai des possibilités de changer. Alors, continuons. Voilà, ça, je me répète aussi, je ne sais plus, en tout cas, les 2 orateurs ont parlé de ça. On ne voit pas les choses changer. Le plus souvent, on voit qu'elles ont changé. C'est sûr, une explosion, on la voit. Mais le plus souvent, on ne voit pas. Les choses vont lentement. Donc, regardez, Louis XIV, considéré comme la masculinité, le pouvoir, etc. Regardez bien, des hauts talons, des bas, assez cambrés, des longs cheveux, presque une robe. Il a tous les attributs d'une femme. Aujourd'hui, si vous prenez un peu l'équivalent quelques siècles plus tard, vous voyez, il y a un énorme changement. Et donc, on ne le voit pas. Hein, donc on ne voit pas que les cheveux poussent, on voit qu'ils ont poussé. C'est quand même un peu différent. Alors ici, la 5e avenue en 1900. Puis voilà la 5e avenue en 1913. Eh bien, en 1900, il y a tous des véhicules avec des chevaux et une seule voiture. 13 ans plus tard, c'est toutes des voitures et il reste une voiture avec un cheval. Bon, le même endroit en 13 ans. Et donc, la réalité change souvent de manière continue et peut-être un peu trop lentement pour qu'on la réalise. Enfin, ce sont toutes des réflexions autour de mon même schéma, perception versus réalité. La place de l'Opéra en 1912. La place de l'Opéra 20 ans plus tard. Alors, on ne peut pas dire, tiens, c'était le mardi 22, 1919 que... Bon, non, lentement, et tout à coup, on change. C'était une place, et puis c'est une autre place. La perception change par choc, nécessairement. On ne peut pas changer doucement sa perception. Quand on dit le changement dans la continuité, moi je veux bien, mais pas de la perception. C'est nécessairement le changement dans la discontinuité. Ah oui,
je me contredis un petit peu, mais il y a aujourd'hui un phénomène très particulier, c'est l'accélération. Si vous regardez ceci, c'est la place Saint-Pierre au couronnement du pape Benoît. 13 ans plus tard, le même endroit. Non, 8 ans plus tard. 8 ans plus tard. Alors là, c'est un peu le truc de Facebook de tout à l'heure. Bon, il n'y a rien à faire. Même dans la réalité, il y a une accélération. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. Quand je suis né, je ne suis pas si vieux que ça. Aujourd'hui, on est passé des 8. Quand je mourrai, peut-être 10 sur notre vie, fois 4. Une fois, ça arrivera dans l'histoire. Donc, il y a même dans la réalité des choses, bon, vraiment des événements importants dont il va falloir parler. J'ai parlé de ChatGPT, mais le climat, etc., je ne vais pas revenir ici. Alors, cette mécanique perception-réalité est extrêmement utile, extrêmement utile. Si je reprends l'exposé d'Alain ce matin sur le système, en fait, l'école de Palo Alto, qui est sous-jacente à la systémique, définit le changement de type 1 comme un changement dans le système et qui respecte les règles du système. D'où la résistance. Le changement de type 2, c'est un changement de système. On change carrément tout. Et le lien est assez vite à faire. L'innovation est un changement de type 1, la créativité est un changement de type 2. Et on comprend tout à coup beaucoup de choses. Par exemple, plus ça change, plus c'est la même chose. On dit ça souvent. Ça devient très clair. Ça devient très clair. C'était d'ailleurs en mai 68, quand j'avais 20 ans, sur les murs de Paris, c'était écrit, regardez, par exemple, Renault. Renault, d'une certaine manière, reconnu comme étant extrêmement innovant en matière de voitures. Extrêmement innovant. C'est eux qui ont inventé le plus de modèles différents. Mais d'une certaine manière, plus les voitures Renault changent, moins Renault change. Je suis un constructeur de voitures. Je me muscle, je suis de plus en plus costaud, rigide dans une posture, en l'occurrence celle de constructeur de voitures. Si vous allez chez Renault en disant « j'ai une super idée pour vous, il faut faire des machines à laver », vous ne terminez pas votre phrase, tellement ils sont des constructeurs de voitures. Et plus ils innovent, plus ils changent, moins ils changent. Et donc c'est très systémique et très intéressant. Deuxième phrase que l'on entend souvent, alors oui, c'est Lampedusa, donc le film Le Guépard que vous avez peut-être vu, tourné il y a plus de 50 ans. L'oncle de Alain Delon est le neveu, et l'oncle, il dit, c'est le moment où la Sicile est en ébullition parce qu'il y a une révolution qui se passe, et il lui dit, si tu veux que tout reste comme avant, alors il faut tout changer. Et voilà, on est un petit peu, je crois, dans cette situation. Si vous voulez que les juges puissent continuer à juger, eh bien, il faut tout changer. Si vous voulez que les médecins continuent à soigner, il faut tout changer. Je crois que si les professeurs veulent continuer à faire leur métier indispensable d'enseigner, il va falloir effectivement changer beaucoup de choses. Troisième assertion, changer, c'est changer 2 fois. Mais vous l'avez senti venir, en plus c'était le titre. On y est. Changer, c'est changer 2 fois. Le véritable changement, la réussite du changement est nécessairement double. On ne peut pas faire les choses à moitié. Coluche disait « J'ai pardonné à mes ennemis, mais j'ai quand même gardé la liste. » Non, ça ne marche pas. Si on pardonne, on jette la liste. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit « Moi, je suis à fond pour le RER, comme ça, il y aura moins de monde sur mon autoroute. » Non, ce n'est pas ça le changement. Changer, c'est changer 2 fois. C'est vraiment important. Moi, j'ai été beaucoup concerné par des fusions d'entreprises. A qui fusionne avec B. Alors, on change la réalité. Une seule informatique, une seule comptabilité, une seule je ne sais pas tout quoi. Très bien, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Tant que dans la nouvelle entreprise, on parle de ex-A ou de ex-B, il n'y a pas le changement. Changer, c'est changer 2 fois. Et je crois que vous êtes quand même concerné aussi en matière de fusion, d'après ce que j'ai entendu. Alors, ici, c'est terrible celui-là. Bon. C'est terrible. Alors, pardonnez-moi, mesdames, c'est pour vous que je le montre. Bon, ça, c'est changé 1 fois. Il y aura une femme, effectivement, mais il faut changer 2 fois et se rendre compte de la nécessité absolue de faire ça. Et donc, voilà, je suis bien dans les temps, j'ai dit en fait ce que j'avais envie de dire. Le changement a ses figures libres et ses figures imposées. Les figures imposées, il faut accepter. C'est le schéma ce matin de Catherine. Les figures libres, il faut en profiter et les choisir. Et il y a beaucoup, beaucoup de choix à faire. Et donc, je voudrais néanmoins quand même parler un peu de technologie. Parce que le changer, c'est changer 2 fois. Dans la technologie, il est encore plus prégnant. Il y a des tas d'exemples. Bon, je suis retombé sur une série d'images d'il y a une centaine d'années sur le futur des machines. Excusez-moi.
Mais c'était assez anticipatif. Mais évidemment, on n'a pas changé quelque chose. Bon, le rôle et en tout cas la posture de la dame. Et donc, d'ailleurs, plus tard, ça fait partie de la même série de tout à l'heure. Donc, c'est une publicité de Bell Téléphone des années 55 qui disait pourquoi il faut absolument mettre un téléphone dans la cuisine. Je vous ai parlé de texte, je vous le résume. Vous aimez votre femme est dans la cuisine, donc vous lui mettez un téléphone, bien sûr. Et alors l'argumentation est infaillible, comme ça elle pourra parler avec ses amis qui sont également dans leur cuisine, devinez quoi, des recettes de cuisine. C'est écrit noir sur blanc. Bon, ça c'est le changement qui est quand même une bonne chose de temps en temps. Ce que je veux dire, c'est que changer de technologie ne sert à rien, ou en tout cas est terriblement décevant, s'il n'y a pas en même temps un changement de modèle mental ou de modèle mentaux. Figurez-vous que jamais personne n'a inventé un vélo. Personne n'a inventé le vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? La première, comment dirais-je, invention qui ressemble un petit peu à un vélo, c'est ça. Regardez en français. Ça s'appelait un vélocipède. Intéressant. Pède, ce sont les pieds. Vélo, c'est vite. Vélo, c'est vite. Donc, c'est un truc qui a été pensé pour permettre aux pieds d'aller plus vite. Donc, nouvelle technologie, la roue. Mais l'ancien modèle mental, le pied, la marche à pied reste la base. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Quelqu'un en descendu s'est dit, mais au fond, j'ai plus besoin de pied. Et ça, c'est le changement de perception. Oh! Et puis le vélo est né, on ne sait pas qui c'est. Et donc, on a une espèce de tendance à prendre des nouveaux outils avec des anciens modèles mentaux. Et c'est très souvent décevant. J'ai quelques exemples. Ma grand-mère avait une voiture comme ça. Je me souviens très bien, c'est moi, j'ai cassé la flèche. Donc, vous imaginez, bon. Qu'est-ce que c'est une flèche? C'est une nouvelle technologie, l'électricité, ancien modèle mental, le bras. J'ai ma voiture. Bon, je veux montrer que je tourne à gauche, je fais ça. Puis des ingénieurs se réunissent. C'est trop bête, quoi, s'il pleut. Oui, ça c'est vrai. Bon. Et s'il y a un type qui passe tout près, oui, ça c'est encore... Bon. On va inventer... Non! Même à l'époque, c'était beaucoup plus facile de faire un clignoteur. C'est simplement un truc... Bon, ici c'est beaucoup plus compliqué, c'est toujours cassé. Nouvelle technologie, électricité, ancien modèle mental. Regardez-moi ce train. Regardez-moi ce wagon. Regardez comment il est construit. Comment? 3 diligences. Vous prenez une diligence et vous regardez au milieu, le U, là. Je fais marche arrière. Eh bien, en fait, vous avez l'état. C'est ça, en fait. Donc, on a pris. Et c'est pour ça qu'il y a tant de portes aux wagons. En tout cas, la première génération de wagons. C'est parce qu'on n'a pas cassé la diligence. Et d'ailleurs, je crois que j'ai ici l'explication définitive. On a construit, évidemment, hein, on invente la locomotive, et c'est super costaud, c'est beaucoup plus fort qu'un cheval, formidable, on va pouvoir empiler les diligences. Ben non, c'est pas comme ça qu'on va un wagon. Il faut changer la réalité, la technologie, mais il faut changer la perception. Le modèle mental, tiens, au fond, peut-être qu'on pourrait mettre 2 portes, on gagnerait quand même pas mal de place. Hein. D'ailleurs, la première génération de wagons, il y avait un couloir sur le côté, parce que pour pas tout à fait casser les diligences, ça restait un peu des diligences, mais ouais. Bon, c'est un détail, mais ça m'énerve un peu. Alors, en ce qui vous concerne, dans le même livre que tout à l'heure, j'ai trouvé ça. C'est assez incroyable. Bon, c'est le iPod, ou je ne sais pas comment on appelle aujourd'hui les écouteurs, mais il y a encore le concept du livre. Donc, on voit bien, et on est tellement humain, parce que, bon, l'humain au cœur du changement, ben, évidemment, l'humain au cœur du changement, ça c'est sûr. Alors, c'est quoi? C'est avoir des idées, avoir des idées et les mettre dans un système qui innove, etc. Je ne vais pas me répéter. Alors, que faut-il conclure de tout ceci? Eh bien, rien. Mais alors, absolument rien. Si vous concluez, j'ai échoué. On ne conclut pas un cours de gymnastique. Bon, on l'arrête. Et je vais encore prendre, il me reste une dizaine de minutes. Bon, ce temps-là, pas pour en rajouter, peut-être pour m'exprimer un peu plus à titre personnel. Donc, et finalement, on fait quoi? On fait quoi? Le monde change. Alors là, c'est Bacon qui disait, tu dois obéir aux forces auxquelles tu veux commander. Kafka disait, dans un combat entre toi et le monde, parie plutôt sur le monde. Ce qui est occupé à se passer, de toutes les dimensions, le climat, la natalité, l'immigration, les technologies, tout ça, c'est une telle puissance que, bon, que faire? Alors moi, je vais vous partager ce que je pense profondément, c'est que on ne peut pas arrêter ce qui se passe. ChatGPT, c'est très, très impressionnant. Il y a un seul moyen, une seule invitation, c'est retrouver la force que l'humain a de penser. Et donc, tiens, il y a une drôle de truc ici qui s'est passé. Bon, c'est bizarre ça.
Bon, il y a une salade qui a sauté, moi, c'est pas grave. La pensée, c'est quoi? C'est multiple, c'est multiple. Il y a la pensée logique, il y a la pensée créative et la pensée critique. Et la pensée critique, ce sont trois formes de pensée très, très différentes. Et paradoxalement, aucune des trois n'est enseignée en tant que telle à l'école. Moi, je me souviens, des professeurs sont entrés en disant « Aujourd'hui, on va apprendre le latin, aujourd'hui, on va apprendre la géographie, on va apprendre le flamand. » Mais je n'ai jamais eu un professeur qui rentrait en disant « Aujourd'hui, on va apprendre à penser. » Et donc, la pensée c'est un triptyque. La pensée logique, c'est quoi la pensée logique? Je suis encore en colère aujourd'hui. Pourquoi? Moi, j'ai fait les mathématiques. J'ai fait mathématiques appliquées et j'ai fait des maths et des maths et des maths. À 40 ans, je décide de faire la philo. Je m'inscris, je vois la liste des examens. Alors, je vois métaphysique, anthropologie, etc. Je dis, oh là là, ça va être dur. Au milieu de la liste, je vois logique. Je me suis dit, bon, je vais avoir un trimestre un peu plus tranquille. Mes amis, quel choc de découvrir la logique. C'est un choc tellement violent, et je suis encore un peu en colère aujourd'hui de ne pas avoir appris ça à 15 ans. La logique d'Aristote, c'est quoi la logique? D'abord, il n'y a pas de chiffres. Ça n'a quasi rien à voir avec les mathématiques. On mélange tout. Bien sûr, aujourd'hui, ça se mélange un peu plus avec les algorithmes. Mais bon, la logique, c'est quoi? C'est la discipline qui étudie les conditions de l'utilisation correcte du mot « donc ». Tout le temps, le mot « donc » est utilisé de manière erronée. Le terroriste est un musulman, donc les musulmans sont des terroristes, etc., etc. J'ai mis quelque chose d'un peu plus léger sur l'écran. Mais bon, c'est la logique, l'art d'aligner des arguments. Alors, il y a la logique et puis l'argumentation, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais enseigner la logique. Et ça n'a rien à voir avec des choses compliquées sur le bien, le mal, le bonheur, le malheur, Dieu. Non, non, non. La logique, c'est un accident de l'histoire que la logique est dans la philo. C'est parce que c'est Aristote qui l'a inventé. Et donc, il a mis dans son package, il y avait la logique, et elle est restée là. Et donc, voilà, ça c'est... La logique, c'est à découvrir à 15 ans, à 14 ans, quand on est curieux de tout. Hein. On m'a parlé de curiosité, là, tout à l'heure aussi. La curiosité, la logique, ce ne sont pas les maths. Il y a moyen de combiner, c'est sûr. Et en plus, ce sont les métiers d'avenir. Et il y a encore du boulot à faire. Regardez, de Amazon, j'ai reçu la semaine passée ce message-ci. Bonjour Luc de Bramandaire, nous avons trouvé quelque chose qui pourrait vous plaire. Bon, un livre que j'ai écrit. Bon. Alors merci, quand on a des milliards de dollars de budget, qu'on fait de l'intelligence artificielle, qu'on commence par les choses logiques. Normalement, un auteur, il est au courant de son... Mais ils sont extrêmement logiques parce que regardez en dessous, on peut mettre à jour ses préférences. Alors moi j'ai dit, ben voilà, je ne préfère ne pas avoir mes livres puisque je les ai, etc. Et donc la logique, c'est vraiment, bon, c'est une passion, c'est devenu une passion chez moi, plus encore que les mathématiques. C'est le premier pilier de la pensée. Le deuxième, c'est la pensée créative. Regardez-moi ça. Cette image a été produite il y a 2-3 mois au Brésil. Vous reconnaissez le Corcovado à Rio de Janeiro et tout. Comment voulez-vous qu'une machine invente ça? Calculer, oui, pas de problème. Oui, tu dois faire la photo à 2h44 et espérer qu'il n'y ait pas de nuages. La météo explique qu'il n'y a pas de nuages et tout. Seul un être humain peut penser à des choses pareilles. C'est magnifique, c'est magnifique. ChatGPT n'écrit pas, ChatGPT calcule. Le texte que je vous ai montré tout à l'heure est calculé. C'est la langue de bois, ça ne sert à rien, c'est blablabla, etc. Il y a une place énorme, la pensée créative. Cette capacité à tout à coup dire, tiens, je vais faire cette photo. C'est génial. Moi, cette photo-là, elle m'habite, elle me porte, elle me donne le moral. Et donc, la créativité, c'est cette capacité tout à coup à voir quelque chose que personne n'a jamais vu, alors que tout le monde aurait pu le voir, qui est ce cas-ci. Faisons encore un petit exercice. Je vous demande, que voyez-vous? Je vous écoute, si vous voyez des taches, c'est pas mal. C'est un bon début. On m'a déjà tout dit, on m'a dit des visages, on m'a dit un lion, on m'a dit une tranche de cerveau. Un cheval, et qu'est-ce qu'il y a sur le cheval? Un cow-boy, merci beaucoup. Vous entendez? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est les changements de perception. C'est les changements de perception. Alors, qui ne voit pas le cow-boy? Alors, je vais un petit peu aider.
Alors, si vous ne le voyez pas maintenant, je suis dans l'embarras, parce que je n'ai plus de... Mais regardez, je fais marche arrière. Pour ceux qui ne le voyaient pas, ils le voient. Ils le voient. C'est une métaphore, une de plus, je ne fais que ça. C'est la définition que j'adore. La créativité, c'est voir ce que tout le monde voit depuis longtemps et tout à coup voir quelque chose que personne n'a jamais vu, ce qui est exactement ma définition ici. Et donc, voilà, c'est sur l'illustration de la pensée logique. Troisième pensée, la pensée critique. Alors, c'est un peu l'histoire de ma vie. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait 20 ans dans la vie logique, informatique, finance, etc. Et j'aimais beaucoup. Puis j'ai fait 25 ans dans la pensée créative. Je suis devenu consultant en créativité. J'ai fait des tas de choses, ça m'a beaucoup. Mais depuis 10-15 ans, surtout depuis que je suis grand-père, je suis dans la pensée critique. Et mon dernier livre, d'ailleurs, Platon et Aristote, tiens, je vais faire la pub comme vous deux. Hein. Donc, mes livres sont en vente, achetez chez les libraires, surtout. Achetez chez les libraires. C'est indispensable. Je ferme la parenthèse. La pensée critique, c'est donc la troisième. Et je l'illustre, j'adore aussi cette photo. C'est un artiste sud-africain qui a construit une image de synthèse, bien sûr, en montrant le cuivre qui avait été extrait d'une mine de cuivre. C'est une mine qui est abandonnée, qui est fermée. Vous imaginez la puissance du message ici. C'est incroyable. Ça fait réfléchir. Et justement, cette pensée critique par rapport à ces fake news, à tout ce qui se passe, c'est vraiment indispensable. Je suis sur TikTok. 1 milliard d'adolescents sont sur TikTok. Regardez ce qui se passe. Il y a n'importe quoi. Des trucs drôles, pas drôles, faux. S'il n'y a pas là derrière une pensée critique, on va véritablement vers les ennuis. Et ce serait une passion de développer un cours comme ça. Regardez, mes deux petites filles aînées ont 10 ans. D'ailleurs, elles sont à Albert Ier à Enghien, dont le directeur est ici. J'ai mes 5 petites filles chez lui. Bon. Donc je vais lui faire un petit mot. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur, etc. Bon. Pour tout ce que vous faites pour mes enfants, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Elles ont eu 10 ans et donc je leur ai acheté ceci. Mon quotidien, 80 fiches à garder, ça m'a l'air intéressant. Et puis tout à coup, qu'est-ce que je vois en haut à droite? D'abord, journaliste, et je ne sais pas si approuvé. Bon, avec un cachet. Ça veut dire quoi? Journaliste approuvé par 25 ans. Bon, est-ce qu'il a 25 ans ou il est approuvé depuis 25 ans? Avant, il ne l'était pas. Hein, c'est un peu comme conseillé par les marchands de machines à laver, vous savez ce truc. Ou bien le lait produit en Belgique. Ça ne veut rien dire. Et plus fort encore, regardez à gauche. 100% fait, 0% opinion. Et comment ils osent? Comment ils osent dire quelque chose comme ça? Rien que de choisir ces 80-là, c'est déjà une fameuse opinion. Et d'ailleurs, vous pouvez feuilleter, vous verrez qu'il y en a, et il y en a qui ne sont pas. Bon, et tout. Comment peut-on aujourd'hui vendre un magazine à des enfants de 10 ans, 100% fait, 0% opinion? Mais non, justement, on ne peut mettre en scène un fait que si on a une opinion. C'est ça qu'il faut absolument apprendre. Apprendre aux enfants à penser, apprendre à penser. Bon, mon temps de parole est écoulé et je vais vous quitter. Ça m'a très fort ému d'être ici aujourd'hui. J'en ai connu pas mal depuis pas mal d'années, mais vraiment, c'est un honneur et je vous en remercie. Je vais vous quitter avec une dernière série de 6 dessins. De 6 dessins qui datent d'il y a un siècle. Il y a un siècle et qui traitent de, justement, cette capacité à changer et à surmonter les obstacles et les déceptions. À l'époque, le cinéma était muet, donc je ne vais plus parler et je vous laisse avec eux. Tenez bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci Luc pour cette brillante stimulation intellectuelle en cette fin d'après-midi. Il nous reste encore à te remercier de ta présence, à vous remercier aussi de votre présence tout au long de la journée. Nous fixons rendez-vous d'ores et déjà au mois d'août 2024.
Je profite aussi de l'occasion, évidemment, pour remercier toute l'équipe, non seulement de l'Institut de formation de l'enseignement catholique, mais aussi de nos collègues des autres directions, de l'aide apportée tout au long de cette journée pour rendre cette journée, je l'espère, la plus attractive, la plus intéressante pour vous. Bon retour chez vous. Sur le